Je n'avais jamais pensé que la trahison pouvait avoir l'odeur sucrée des madeleines. Ce jour-là, j'ai décidé de passer au bureau de Charles, juste pour lui apporter un petit goûter, comme autrefois. C'était une idée simple, peut-être un peu naïve. Quand j'ai poussé la porte, j'ai senti que quelque chose s'était brisé dans mon âme. Charles était là, trop proche d'elle. Il lui murmurait quelque chose, la main posée sur le dossier de sa chaise. Ils n'ont pas vu que j'étais déjà entrée. Je suis restée figée, mon panier serré contre ma poitrine. Et j'ai compris que parfois, la solitude ne vient pas de l'absence. Elle vient du regard qu'on ne vous adresse plus. Quand il a enfin levé les yeux vers moi, il a eu ce petit geste nerveux. Il a frotté sa chemise, comme si un simple pli pouvait tout effacer. Je suis restée silencieuse. J'ai avancé, posant le panier sur la table. C'est à ce moment-là que je l'ai senti. Ce parfum léger, fleuri, presque insolent, un parfum qui n'était pas le mien. J'ai murmuré « Tu sens différent aujourd'hui ». Il a baissé le regard, a haussé les épaules. « On travaille si près, tu sais, elle porte toujours cette eau de toilette. » Et moi, je me suis dit que la vraie trahison, ce n'est pas le mensonge. C'est ce silence qu'on laisse s'installer, comme un poison. Je suis rentrée chez nous avec ce parfum accroché à ma mémoire. Pendant le trajet, je me suis répété 1000 fois que j'exagérais, que c'était ridicule, à mon âge, d'imaginer de telles choses. 40 ans de vie commune, ça devrait suffire pour avoir confiance, non? Mais dans mon ventre, il y avait ce froid que je ne connaissais pas. En fermant la porte derrière moi, j'ai senti quelque chose se fendre, comme si l'amour, après tant d'années, pouvait se briser. Dans le silence du couloir, j'ai murmuré « Peut-être que je suis devenue invisible. Et c'est ça, le pire. Cette nuit-là, je n'ai pas trouvé le sommeil. Je me suis allongée de son côté du lit, espérant sentir encore un peu sa chaleur. Mais il n'y avait que ce drap froid, comme une frontière entre nous. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais leurs visages, leurs rires étouffés. Et ce parfum, toujours ce parfum, qui revenait me hanter. À un moment, j'ai cru entendre la clé dans la serrure. Mon cœur s'est mis à battre si vite que j'ai dû poser la main sur ma poitrine. Mais ce n'était rien, juste le vent qui passait sous la porte. Alors je me suis sentie ridicule, tellement seule avec mes peurs. Comme une vieille femme qu'on oublie dans une maison trop grande. Je me suis levée, j'ai pris sa chemise posée sur le dossier de la chaise. Je l'ai portée contre mon visage, en fermant les yeux. Le parfum était là, entêtant, presque cruel. J'ai pensé que c'était peut-être ça, la vraie trahison, quand l'odeur de l'autre reste plus longtemps que sa tendresse. J'ai laissé la chemise retomber, comme on abandonne une illusion. Puis je suis allée dans la cuisine, sans allumer la lumière. Je me suis assise devant la fenêtre, le regard perdu dans la nuit. Et j'ai compris que parfois, la solitude commence bien avant qu'on vous quitte. Elle naît dans ces silences qu'on n'ose plus briser. Quand je me suis levée de cette chaise, j'avais l'impression qu'un fil invisible venait de se rompre. J'ai marché dans le couloir sombre, en effleurant les cadres accrochés au mur. Les photos de nous deux, plus jeunes, me regardaient avec une innocence cruelle. Et soudain, j'ai revu d'autres soirs où ce parfum flottait déjà sur ses épaules. D'autres soirs où je n'avais pas voulu comprendre. Je me suis souvenue de l'époque où j'étais encore institutrice et qu'il venait me chercher après l'école. Son sourire, ses mains qui me cherchaient dans la foule. Tout cela semblait appartenir à une autre vie, une vie qui s'était effacée quand j'ai pris ma retraite. Lui avait voulu continuer à travailler, pour ne pas tourner en rond, disait-il. Mais je crois qu'il avait surtout envie de s'éloigner de moi. Je suis entrée dans notre chambre, le cœur battant trop fort. Il y avait ce vide glacé sur son oreiller, comme une preuve qu'il n'était déjà plus là. J'ai ouvert le tiroir de ma table de nuit, là où je gardais le petit dictaphone offert par mon petit-fils. Mes doigts tremblaient
en cherchant les piles. Cette fois, je savais que je devais tout entendre, tout savoir, même si ça me détruisait. Quand j'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement, j'ai senti mes larmes couler sans bruit. C'était comme préparer une arme contre l'homme que j'avais aimé toute ma vie. Mais je n'avais plus le choix, car la vraie peur, c'est celle qui vous oblige à devenir quelqu'un d'autre. Et cette nuit-là, je suis devenue une femme qui n'aurait plus jamais peur de la vérité. Le matin est arrivé avec cette lumière pâle qui rend tout plus fragile. Il est entré dans la cuisine, encore en chemise, les cheveux en désordre. Il m'a regardé un instant, comme s'il cherchait mes pensées derrière mes paupières. Puis, il a dit qu'il allait préparer le thé. Sa voix tremblait un peu, juste assez pour que je le remarque. Il n'avait plus fait ça depuis plus de 20 ans. Avant, c'était un de nos petits rituels, quand on rentrait tard du travail. Je m'asseyais et il posait la tasse devant moi avec un sourire fatigué. Mais le temps avait usé ces gestes simples, comme il use tout le reste. Ce matin-là, pourtant, il voulait les refaire. Il a sorti la vieille boîte de camomille, celle qu'on n'ouvrait presque jamais. Ses mains ont frôlé la porcelaine, un peu trop vite. J'ai vu qu'il essayait de paraître naturel, mais son regard glissait partout, vers la fenêtre, vers mes mains croisées, vers la porte qu'il avait laissée entr'ouverte, comme s'il avait peur qu'on le surprenne. Je me suis dit que c'était peut-être ça, la vraie étrangeté, quand un homme qu'on connaît par cœur devient soudain un inconnu. Je l'ai laissé faire, sans rien dire, parce qu'au fond, j'avais besoin de savoir où ce thé allait nous conduire, et si je serais encore la même après l'avoir bu. Pendant qu'il faisait chauffer l'eau, j'ai senti un frisson me traverser la nuque. Il avait ce regard vide, comme s'il préparait déjà les mots qui allaient en détruire ce qu'il restait de nous. Je me suis dit qu'il allait sans doute me demander le divorce. Après 40 ans, voilà où nous en étions. Un thé et la fin. Et je n'ai pas su quoi répondre, alors j'ai baissé les yeux. Je me suis levée, prétextant que je devais prendre un pull. En réalité, j'avais besoin de quelques minutes pour respirer. Dans notre chambre, le silence me pesait plus que jamais. J'ai ouvert le tiroir de la commode et mes doigts ont trouvé le petit dictaphone. Je l'ai pris sans réfléchir, comme on attrape une bouée. Peut-être que c'était ridicule, mais je ne voulais pas qu'ils disent, plus tard, que j'avais tout inventé, que je déformais ses paroles par rancune ou par folie. Je voulais garder une trace de ce moment, de sa voix, de sa décision. Parce que je sentais qu'après ce jour, rien ne serait plus comme avant. J'ai remis le couvercle sur l'appareil, vérifié les piles, puis je l'ai glissé dans la poche intérieure de mon manteau, le cœur battant trop fort. Quand je suis revenue dans la cuisine, il m'a souri sans ciller, et j'ai cru un instant que je me faisais des idées. Mais au fond, je savais déjà qu'il ne s'agissait pas seulement d'un adieu. Il a posé la tasse devant moi avec une lenteur presque cérémonieuse. Ses doigts ont frôlé les miens, et j'ai senti un frisson me remonter le bras. Il n'a rien dit pendant quelques secondes, seulement ce silence épais qui pesait plus qu'un discours. Puis il s'est assis en face, les mains croisées, le regard fixé sur moi. J'ai pris la tasse, sans savoir si j'avais la force de boire. La camomille fumait doucement, dégageant une odeur que je connaissais si bien. Pourtant, il y avait autre chose, une note plus âcre, presque métallique. J'ai voulu croire que c'était mon imagination, que la peur déformait mes sens. Alors j'ai porté la tasse à mes lèvres, le cœur battant trop vite. Le premier contact a eu le goût de souvenir, des soirs où il me préparait ce thé après mes longues journées d'école. Mais cette fois, je n'ai pas retrouvé la douceur d'autrefois. Le liquide m'a laissé une amertume sur la langue, une trace invisible qui s'accrochait à mon palais comme un avertissement. Quand j'ai reposé la tasse, il a esquissé un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Et j'ai compris qu'il n'y aurait pas de mots, pas de confession, seulement ce silence, plus cruel que n'importe quelle vérité. Je me suis demandé si c'était comme ça que l'on sentait qu'on était plus aimé.
Et si, parfois, le poison commençait bien avant la dernière gorgée. J'ai porté la tasse à mes lèvres, mais je n'ai pas eu la force d'avaler. Mon estomac était un poing fermé, incapable d'accepter la moindre gorgée. Il me fixait toujours, comme s'il attendait un signe. Puis, soudain, le téléphone a sonné derrière lui. L'écran a brièvement éclairé son visage, et j'ai lu un nom que je ne connaissais pas. Il a eu ce petit sursaut qu'on ne peut pas feindre. Ses doigts ont attrapé le combiné trop vite, presque fébrile. « C'est le bureau », murmura-t-il sans me regarder. Il a posé la main sur mon épaule, un geste qui m'a semblé étranger. « Bois ton thé, mon amour. Après, on sortira un peu. Ça nous fera du bien. » Quand il est sorti de la cuisine, ma respiration s'est brisée en morceaux. J'ai senti que mes mains tremblaient si fort que j'ai dû les cacher sous la table. Je savais qu'il fallait choisir, croire à ses mots ou écouter ce battement fou dans ma poitrine. Le liquide fumait toujours, innocent en apparence. Mais dans ma tête, une voix hurlait que rien ne l'était plus. J'ai pris la tasse d'une main et de l'autre, j'ai saisi le rebord du pot de fleurs. Mes gestes étaient mécaniques, précis, dictés par une terreur froide. D'un mouvement presque imperceptible, j'ai versé le thé dans la terre sombre. Puis j'ai reposé la tasse vide et je me suis forcée à respirer. Quand il est revenu, j'avais déjà décidé que je ne mourrais pas ce matin-là. Quand il est revenu, j'ai senti mon visage se figer comme un masque. Il m'a regardé, ses yeux cherchant une réponse que je ne voulais pas donner. Alors j'ai baissé la tête, comme si la fatigue me gagnait d'un coup. Mes paupières ont tremblé, lourdes sous le poids d'une peur glaciale. Je savais qu'il suffisait d'un détail pour qu'il comprenne que je jouais. Il s'est approché, a effleuré ma joue du bout des doigts. « Ça va, ma chérie ? Tu es un peu pâle. » Sa voix était douce, presque attendrie, mais je n'y ai entendu que du vide. Je n'ai pas répondu. Je me suis contentée de soupirer, longuement, comme si je luttais contre un sommeil trop puissant. Dans ma poitrine, mon cœur battait si fort que j'ai cru qu'il allait le sentir. J'ai relâché mes épaules, laissé ma tête penchée sur le côté. Chaque seconde était un vertige. Je me demandais s'il allait me secouer, vérifier mon pouls, ou simplement profiter de mon silence pour mettre son plan à exécution. Quand j'ai entendu ses pas s'éloigner vers le couloir, j'ai compris que mon mensonge avait fonctionné. Mais je n'ai pas osé ouvrir les yeux. Je suis restée immobile, prisonnière de mon propre corps. Et je me suis dit qu'il fallait parfois mourir un peu, pour trouver la force de rester en vie. Il m'a soulevée avec une lenteur presque tendre, comme s'il avait peur que je me brise entre ses bras. J'ai senti ma tête tomber contre son épaule, mon corps parfaitement immobile. Chaque pas qu'il faisait résonnait dans ma poitrine, comme un compte à rebours. Quand il a ouvert la porte de l'escalier de service, un souffle glacé m'a effleuré le visage. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Peut-être qu'un voisin passerait, qu'on demanderait pourquoi il portait sa femme sans l'appeler par son nom. Nous avons traversé le couloir sombre qui menait à l'arrière du bâtiment. Au moment où il atteignait la sortie, j'ai entendu, au loin, la voix du concierge. Il parlait avec quelqu'un dans l'entrée principale. Une femme répondait avec un ton léger, presque enjoué. « Vous savez si la boulangerie ouvre le dimanche matin ? Et le petit restaurant du coin, c'est bon ?» Sa voix sonnait faux, mais assez naturelle pour qu'on la croie. J'ai senti une vague de panique me parcourir. Si le concierge était là-bas, personne ne verrait ce qui se passait ici. J'ai voulu espérer qu'il finirait par s'inquiéter, qu'il viendrait vérifier. Mais la voix de la femme revenait, toujours plus insistante. « Ah oui, et la pharmacie, elle est loin ?» Chaque question volait un peu plus de mes chances. Il avançait vite, sans jamais s'arrêter. Et moi, j'ai compris qu'ils avaient tout prévu, jusque dans ces détails banals qui tuatent le soupçon. Le monde continuait de tourner, indifférent, pendant qu'on m'emportait vers quelque chose que je n'osais pas nommer.
Quand il a poussé la portière arrière de la voiture, l'odeur du cuir et de poussière m'a donné la nausée. Il m'a déposée sur la banquette, avec cette précaution qu'on accorde aux choses déjà mortes. J'ai senti sa main arranger mes cheveux sur mon visage, comme un dernier mensonge offert aux passants qui regarderaient par hasard. Puis, il a refermé la porte avec un calme implacable. Et j'ai su qu'à cet instant précis, j'étais seule, comme jamais je ne l'avais été. Quand la voiture a quitté le parking, je me suis sentie aspirée dans un tunnel vide. J'essayais de contenir ma respiration, les ombres glissant sur mes paupières. Il roulait vite, comme s'il craignait qu'un témoin apparaisse à chaque croisement. Chaque virage me donnait la nausée, mais je me forçais à rester parfaitement immobile. Au bout d'un long trajet, il a ralenti près d'un petit parking désert. La voiture s'est arrêtée, et pendant un instant, j'ai cru qu'il allait descendre seul. Mais la portière du passager avant s'est ouverte, et j'ai senti un parfum sucré envahir l'habitacle. Elle s'est assise près de lui, sans même un mot. J'ai reconnu sa voix quand elle a soufflé. « Elle dort encore ?» Il a hoché la tête. « Ça va, le dosage était suffisant. Elle ne se réveillera pas. » Le moteur a repris sa course, plus calme maintenant qu'ils étaient ensemble. Il parlait comme si je n'existais déjà plus. « On va pouvoir vendre l'appartement sans problème, » a-t-elle murmuré. « Et après, on part loin, l'Espagne peut-être. » Sa voix tremblait d'excitation. Lui a souri, la main posée sur son genou. « On changera nos noms, tu verras. Personne ne nous cherchera longtemps. » Chaque mot me frappait comme un coup de couteau. Je me suis demandé si le petit dictaphone, caché contre mon flanc, captait ces phrases. Si un jour quelqu'un écouterait ces preuves et comprendrait tout. Mes lèvres ont bougé dans une prière muette. Que l'appareil fonctionne, que ma peur serve à quelque chose. Et tandis que le paysage disparaissait derrière la vitre, je savais que c'était peut-être la dernière fois que j'entendais ma propre respiration. Le moteur grondait, et leur murmure se mêlait au bruit des pneus. « Quand ils remarqueront qu'elle a disparu, on sera déjà loin, » disait-elle. Il a hoché la tête sans hésiter. « Je t'ai dit que tout est prêt. On laissera la lettre sur la table. Une fausse lettre de désespoir. Elle n'a plus d'amis proches. Personne ne posera de questions. » Ma respiration s'est bloquée et un vertige a monté le long de ma nuque. Chaque mot confirmait ce que je me refusais encore à admettre. Ils parlèrent de moi comme d'un objet qu'on débarrasse. « Et si la police fouille ?» demanda-t-elle, la voix un peu plus tendue. « Ils trouveront des traces. Il y aura une enquête. » Il a soupiré, agacé. « Peut-être, mais ça prendra des mois. Et d'ici là, on aura disparu. » Le sang-froid de leur voix me glaçait plus que l'air qui filtrait par la vitre. Je me suis demandé comment il avait pu troquer 40 ans de vie, partagée contre une jeune femme qui n'avait même pas vécu autant d'années. Une inconnue au parfum sucré, plus jeune que nos souvenirs. Soudain, j'ai senti la colère se mêler à la peur. Je ne valais donc plus rien qu'un obstacle, qu'une silhouette encombrante dont il fallait se débarrasser. Le silence est revenu, plus lourd que tout. Le moteur vrombissait comme un battement de cœur monstrueux. Je suis restée allongée, le cuir froid contre ma joue, à prier pour que le petit dictaphone enregistre chaque mot, chaque respiration. Et je me suis promis qu'un jour, si je survivais, il saurait que je n'étais pas partie sans laisser de traces. Quand la voiture s'est immobilisée, j'ai senti le silence m'écraser comme un couvercle. Il a coupé le moteur, et pendant quelques secondes, il n'y a eu que le bruit de sa respiration. Puis, la portière s'est ouverte avec un grincement prolongé. L'air froid est entré d'un coup, me glaçant jusqu'aux os. J'ai compris que nous étions arrivés au bout de la route, et que c'était ici que tout devait se terminer. Il a tiré mon bras avec précaution, comme s'il avait peur de laisser une marque. Mes paupières sont restées closes, mais j'ai senti qu'il me hissait sur le siège conducteur. Le cuir glacé collait à ma nuque. Ses gestes étaient précis, méthodiques,
comme ceux d'un homme qui fait ce qu'il a répété 100 fois dans sa tête. J'ai entendu le cliquetis métallique quand il a enclenché la ceinture, sans un mot. Une seconde plus tard, il a placé quelque chose contre ma jambe. Un poids dur, la pierre sans doute, qui devait maintenir l'accélérateur enfoncé. Son souffle a frôlé mon visage quand il s'est penché. « Pardon », a-t-il murmuré. Mais sa voix ne contenait pas un gramme de regret, seulement cette froideur tranquille que je n'oublierai jamais. C'est alors que j'entendis ses talons hauts approcher. Son parfum emplissait la voiture, doux et insolent. Sa voix chuchotait et me fit froid dans le dos. « C'est fini ? Je dois admettre que toute cette adrénaline me rend folle. » Je les entendis se toucher, leurs gémissements étouffés, le son humide d'un long baiser. Il respira plus fort, presque haletant. « Rentrons. Je veux te féliciter comme il se doit. » La nausée me monta à la gorge. C'était ce qui restait de mes 40 ans de vie. Être éliminé pour faire place à leurs désirs. Quand il a refermé la portière, le silence a repris toute la place. J'ai senti l'odeur d'essence me monter à la gorge, et j'ai compris qu'à cet instant, je n'étais plus qu'un problème qu'il venait de résoudre. J'ai alors commencé à sentir ma voiture avancer lentement, mais la peur d'ouvrir les yeux maintenait mes paupières fermées. Leurs pas se sont éloignés dans un silence presque irréel. J'ai entendu un court éclat de rire, puis un claquement de portière. Le bruit d'un moteur étranger a gonflé dans l'air, et pendant quelques secondes, je me suis dit qu'ils allaient peut-être revenir. Mais rien n'est venu. Le moteur de ma voiture s'est mis à ronronner plus fort. La voiture a avancé d'1 mètre puis 2, toute seule. Mes paupières se sont entr'ouvertes, et j'ai vu la pente devant moi, la lueur pâle du bitume qui se perdait dans l'obscurité. Mon cœur battait si vite qu'il m'a fait mal. Je savais qu'en quelques secondes, je ne serais plus qu'un corps brisé au fond du ravin si je n'agissais pas rapidement. Dans un élan imprévu, j'ai essayé de freiner, mais la voiture refusait de s'arrêter. Alors, désespérée, j'ai tiré le frein à main, et le bruit sourd était si violent que la ceinture de sécurité pouvait à peine contenir mon corps. Je me suis blessée au front contre le volant, mais lorsque j'ai réalisé que la voiture était arrêtée, le soulagement a été plus fort que la douleur. Je suis partie un peu hésitante, craignant que Charles ne surveille encore tout. Mais quand j'ai réalisé qu'au bord de cette falaise, il n'y avait que moi, notre voiture et le silence, je me suis effondrée sur le sol et j'ai commencé à pleurer. Au bout d'un moment, j'ai pensé à me ressaisir pour sortir de là. J'ai essayé de démarrer la voiture, mais pour une raison que j'ignorais, elle refusait. Le vent froid séchait mes larmes et me rappelait que j'étais en vie. Mais la peur m'envahissait aussi intérieurement. Et dans ma tête, une question tournait en boucle. Où suis-je et comment vais-je rentrer? Autour de moi, je ne reconnaissais rien. Une route étroite, bordée d'arbustes secs. Pas une maison, pas une voiture. Juste le silence. J'ai fait quelques pas, les bras serrés contre ma poitrine. J'ai vérifié l'enregistreur et sauvegardé l'enregistrement de ce que je venais de vivre. J'avais la bouche sèche, la gorge en feu. J'ai remarqué que le soleil commençait à se coucher. Alors j'ai décidé de marcher, en suivant la route. Mes pieds butaient contre des cailloux. Mes genoux se pliaient sans prévenir. J'ai marché sans savoir où j'allais. Le temps s'est étiré comme un fil qui menace de casser. À un moment, j'ai cru apercevoir une silhouette, mais c'était juste de l'imagination. Alors j'ai compris que je ne pouvais compter sur personne. Quand le jour a commencé à décliner, j'ai senti mes forces m'abandonner. Mes mains tremblaient, mes dents claquaient à cause du froid. La faim et la soif étaient devenues des coups de couteau dans mon ventre. Et dans ce crépuscule, j'ai pensé que peut-être ils avaient gagné, que je finirais par tomber là, seule, comme ils l'avaient voulu. Mais une voix au fond de moi murmurait encore que ce n'était pas fini. Pas encore. Quand j'ai rouvert les yeux,
La nuit était complète. Des phares m'aveuglaient, blancs et violents. Une portière s'est ouverte. Des pas pressés ont claqué sur l'asphalte. Une voix d'homme, inconnue, a répété quelque chose dans une langue que je ne comprenais pas. Je voulais répondre, mais ma gorge était sèche, comme de la cendre. 2 silhouettes se sont penchées sur moi. Une femme m'a pris la main, doucement. Ses mots étaient étrangers, mais son regard disait tout. Elle a tourné la tête vers l'homme, a parlé vite. Puis elle m'a aidé à me relever, son bras soutenant mes épaules. J'ai senti que mes jambes cédaient encore, mais je n'étais plus seule. Ils m'ont installée à l'arrière de leur voiture. Je n'ai pas eu la force de demander où ils m'emmenaient. Les lumières défilaient derrière les vitres. Mon corps tout entier tremblait. Quand le véhicule s'est arrêté, je distinguais à peine l'enseigne lumineuse d'un hôpital. Des mains inconnues m'ont soulevée, posée sur un brancard. Avant qu'on me pousse vers une salle blanche, j'ai pris le poignet d'une infirmière. Ma voix est sortie rauque, étranglée. « S'il vous plaît, appelez la police !» C'était la première fois que je disais tout haut que je ne voulais plus me taire, que je ne protégerais plus personne. Ils m'ont installée dans une petite chambre, aux murs trop blancs. Une infirmière m'a tendu un verre d'eau. Quand j'ai enfin pu avaler une gorgée, j'ai répété « La police, s'il vous plaît !» Quelques minutes plus tard, 2 officiers sont entrés. Leur uniforme m'a semblé irréel, comme un souvenir d'un autre monde. J'ai parlé d'une voix basse, hachée par la fatigue. J'ai raconté le thé, le trajet, les murmures dans la voiture. Chaque phrase me coûtait un morceau de force. J'ai montré l'enregistrement. L'un des policiers prenait des notes sans lever les yeux. Quand j'ai dit son nom, Charles, j'ai senti mes doigts se crisper sur le drap. Il a hoché la tête, sérieux. « On va le retrouver, madame. » Un peu plus tard, la porte s'est ouverte encore. Mon fils est apparu, le visage pâle, les yeux pleins d'un chagrin que je n'avais jamais vu chez lui. Il s'est approché du lit, a posé sa main sur la mienne. « Maman, pourquoi tu ne m'as rien dit ?» J'ai senti mes larmes revenir, plus brûlantes que jamais. Parce que je croyais que je devais tout supporter, parce que je pensais qu'aimer, c'était se taire. Il a serré mes doigts, le regard dur. Je vais aller le chercher moi-même. Mais j'ai secoué la tête, épuisée. Non, laisse la police faire. Moi, je n'ai plus de force pour la haine. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que ce n'était pas une faiblesse. Peu avant l'aube, ils m'ont laissé sortir de l'hôpital, et j'ai demandé à mon fils de me ramener à la maison. Il m'a conseillé de prendre des vêtements de rechange et de passer quelques jours avec lui et sa famille, jusqu'à ce qu'il retrouve Charles. Alors que nous approchions de l'appartement, le portable de mon fils a sonné. C'était la police, nous informant que, selon le portier, Charles était à la maison. Il était arrivé la veille avec une nièce et n'était pas encore parti. Mon fils leur a demandé d'attendre, car nous arrivions et il ouvrirait l'appartement pour qu'il puisse surprendre son père, sans qu'il puisse tenter de s'échapper. À notre arrivée, mon fils était devant la porte, et les policiers m'ont demandé de rester. Mais lorsque la porte s'est ouverte, j'ai entendu des gémissements, et j'ai couru à l'intérieur. La lumière du couloir s'est déversée dans la pièce, et j'ai vu le corps nu de Charles sur le canapé, les cuisses emmêlées à celles de la jeune femme, ses mains agrippées à sa peau blanche, sa bouche ouverte sur un gémissement qu'il n'a pas eu le temps d'achever. Le parfum sucré de la menthe, trop fort, trop présent. Il a levé la tête, figé, les yeux pleins d'un effroi animal. Mon fils a poussé un cri, une plainte que je ne lui avais jamais entendue. J'ai senti ma main se porter à ma bouche. Tout mon corps tremblait. Charles a voulu se lever, cacher leur nudité dérisoire. Mais il était trop tard. Dans cette lumière crue, je voyais tout, sa trahison, sa lâcheté, sa violence. Et j'ai su qu'il n'y avait plus rien à sauver. Quand les policiers l'ont plaqué au sol pour l'arrêter, la jeune femme a éclaté en sanglots, répétant qu'elle ne savait pas.
Mais les policiers polis l'ont également menotté. Ils ont pris des preuves. Sa voix sur l'enregistreur ne mentait pas. Je ne pleurais plus. Je regardais cet homme que j'avais aimé se débattre, nu et pathétique. Et je me suis dit que c'était ça, sa vraie fin. Pas la fuite, pas le meurtre accompli, mais ce moment où il perdait jusqu'à sa dignité. Le procès a eu lieu 3 mois plus tard. Je me suis assise au premier rang, les mains posées sur mes genoux. Charles et elle étaient côte à côte dans le box des accusés. Aucun d'eux n'osait me regarder vraiment. Quand ils levaient les yeux, c'était pour chercher un mur où disparaître. La jeune femme pleurait sans fin, la tête baissée. Moi, je restais droite. J'avais déjà pleuré tout ce qu'il y avait à pleurer. Le procureur a énuméré les chefs d'accusation d'une voix neutre. Tentative de meurtre, fraude patrimoniale, complicité. Chaque mot tombait comme un coup de marteau. Je les regardais sans ciller. Charles fixait le sol, le visage gris. Elle gardait les bras croisés sur sa poitrine, comme pour se protéger de la honte. Quand le juge a prononcé la condamnation, j'ai cru que mon cœur allait s'arrêter. Plusieurs années de prison, une interdiction de contact avec moi, pour toujours. Il n'y a pas eu de cri, pas de protestation. Juste ce silence étrange, comme si tout le monde comprenait qu'on était arrivé au bout. Ils les ont escortés hors de la salle. Charles s'est retourné une seconde. Son regard ne cherchait plus rien, même pas le pardon. Quelques semaines plus tard, après ce verdict, enfin, j'ai pris la clé de ma nouvelle maison et j'ai quitté la maison de mon fils. Une petite bâtisse blanche face à la mer. La première nuit, je n'ai presque pas dormi. Je regardais l'obscurité par la fenêtre. Le bruit des vagues me rappelait que j'étais encore là. Libre. Le matin, j'ai ouvert les volets. L'air salé a rempli mes poumons. J'ai compris que je pouvais respirer sans peur, que je n'étais plus prisonnière de ces mensonges, ni de ma honte. Chaque jour, je me forçais à marcher jusqu'au rivage, même si mes jambes tremblaient encore. La mer ne posait pas de questions. Elle se contentait d'exister, immense et indifférente. Et c'était tout ce dont j'avais besoin. Les premiers mois, je n'ai presque rien raconté. Je me disais qu'il valait mieux laisser le passé dormir. Mais un soir, mon petit-fils m'a demandé pourquoi je n'avais plus de photos de son grand-père. Alors j'ai compris qu'il fallait parler. On s'est assis tous ensemble dans le salon. Je leur ai tout dit. Pas pour qu'ils aient pitié, pas pour qu'ils me consolent, mais pour qu'ils sachent qu'on ne doit jamais se taire quand le cœur hurle, qu'on ne doit jamais croire qu'on mérite d'être trahi. Quand j'ai eu fini, le silence a duré longtemps. Puis ma petite fille a posé sa tête contre mon épaule. « Mamie, tu es la plus courageuse de nous tous. » C'est ce soir-là que j'ai senti que ma honte s'était enfin dissoute. Le jour où j'ai signé les papiers de vente de l'appartement, j'ai senti mon cœur battre plus fort que depuis des mois. C'était la dernière chose qui me liait encore à lui. Quand l'argent est arrivé sur mon compte, je n'ai pas hésité. J'ai tout donné à une association qui protège les femmes âgées, victimes de violences. Je n'ai gardé qu'un seul objet, une vieille tasse de porcelaine, celle qu'il utilisait pour me servir le thé. Certains au restaurant dit que c'était morbide. Moi, je trouvais que c'était un rappel. La preuve que j'avais survécu. Je l'ai gardée sur une étagère dans la cuisine, entre un coquillage et une photo de mes petits-enfants, pour me souvenir qu'on peut tout perdre, tout souffrir, et malgré ça, rester debout. Aujourd'hui, je n'attends plus d'excuses. Je n'attends plus qu'on me rende ce qu'on m'a pris. Je sais que la vie peut basculer en un instant, que l'amour peut devenir un poison, et que la confiance peut se briser sans un bruit. Mais je sais aussi qu'il y a toujours un lendemain, toujours un endroit où recommencer. Si mon histoire peut aider ne serait-ce qu'une femme à se lever, à dire non, alors je n'aurais pas souffert pour rien. Parce que survivre n'est pas seulement rester en vie, c'est choisir de redevenir soi-même, même quand tout semble perdu. Et vous, croyez-vous qu'on peut renaître après avoir touché le fond ?
Si cette histoire vous a touché, laissez un mot pour toutes celles qui, un jour, ont cru qu'elles ne comptaient plus.